Vers 714, dans le royaume franc secoué par les invasions sarrasines, naît un enfant qui changera le cours de l'histoire européenne. Pépin le Bref vient au monde dans l'ombre écrasante de son père, Charles Martel, l'homme qui stoppa l'invasion musulmane à Poitiers en 732. Mais contrairement à ce que racontent les légendes dorées, l'enfance de Pépin se déroule dans un climat de violence et d'incertitude politique permanente. Charles Martel règne en maître sur le royaume franc, mais il n'est pas roi. Il porte le titre de maire du palais, une fonction qui lui donne tous les pouvoirs réels, tandis qu'un fantoche mérovingien occupe officiellement le trône. Cette situation ambiguë marque profondément le jeune Pépin, qui grandit en sachant que sa famille détient le pouvoir sans emporter la couronne. Le surnom « le Bref », qui lui collera à la peau toute sa vie, révèle déjà une particularité physique qui va façonner son caractère. Pépin est exceptionnellement petit pour son époque, mesurant probablement moins d'1,50 m. Dans une société où la prestance physique détermine souvent l'autorité politique, cette caractéristique devient un handicap majeur que le futur roi devra surmonter par d'autres moyens. Les chroniqueurs de l'époque rapportent que Charles Martel éduque ses fils dans la rudesse militaire, franque. Pépin apprend à manier l'épée dès l'âge de 7 ans, mais sa petite taille l'oblige à développer une technique de combat particulière, basée sur la rapidité et la ruse, plutôt que sur la force brute. Cette adaptation forcée révèle déjà les traits de caractère qui définiront sa future politique, l'intelligence tactique et la capacité d'adaptation. En 737, Charles Martel prend une décision qui bouleverse l'ordre établi. Le dernier roi mérovingien, Thierry IV, meurt sans héritier direct. Au lieu de désigner un nouveau souverain fantoche, Charles Martel laisse le trône vacant. Pour la première fois depuis 3 siècles, le royaume franc n'a plus de roi. Cette situation inédite place Pépin et son frère Carloman dans une position unique. Ils sont les héritiers d'un pouvoir sans légitimité royale. À la mort de Charles Martel en 741, le royaume se divise selon la tradition franque. Pépin hérite de la Neustrie, de la Bourgogne et de la Provence, tandis que son frère aîné Carloman reçoit l'Austrasie, la Lémanie et la Thuringe. Cette division géographique du pouvoir cache une réalité plus complexe. Les 2 frères doivent faire face à une rébellion généralisée qui menace de détruire l'œuvre de leur père. Leur demi-frère Griffon, né d'un second mariage de Charles Martel, conteste immédiatement le partage successoral. Soutenu par leur belle-mère Swanahilde et plusieurs grands du royaume, Griffon revendique sa part d'héritage et lève une armée contre ses frères. Cette guerre civile révèle le vrai visage de Pépin. Loin d'être le personnage effacé que certains historiens ont décrit, il se montre d'une cruauté calculée pour éliminer ses rivaux. Pépin et Carloman capturent Griffon en 742 et l'emprisonnent dans la forteresse de Chèvremont. Mais au lieu de l'exécuter selon l'usage, Pépin choisit une stratégie plus subtile. Il maintient son demi-frère en vie, l'utilisant comme monnaie d'échange politique, tout en éliminant systématiquement ses partisans. Cette méthode révèle déjà sa capacité à jouer sur plusieurs tableaux simultanément, trait qui caractérisera toute sa carrière politique. La révolte de Griffon n'est qu'un prélude aux défis qui attendent les 2 frères. Les Saxons profitent de la succession pour lancer des raids dévastateurs en Austrasie. Les ducs d'Aquitaine et de Bavière proclament leur indépendance. Les Allemands se soulèvent en masse. Face à ces menaces multiples, Pépin déploie une stratégie militaire qui surprend ses contemporains par son originalité. Contrairement aux méthodes brutales de son père, Pépin mise sur la guerre psychologique. Au lieu d'affronter directement tous ses ennemis, il les divise en montant les uns contre les autres. Il promet aux Saxons des terres prises aux Allemands, puis retourne sa veste en offrant aux Allemands l'appui franc contre les Saxons. Cette politique de bascule permanente déstabilise ses adversaires et lui permet de remporter des victoires avec des forces réduites. En 747,
Un événement inattendu bouleverse l'équilibre du pouvoir. Carloman, le frère aîné de Pépin, annonce sa décision d'abandonner le pouvoir pour entrer au monastère du Mont Cassin. Cette retraite volontaire, rarissime à cette époque, laisse Pépin seul maître du royaume franc. Mais loin d'être un cadeau du destin, cette situation crée de nouveaux dangers. Les grands du royaume, qui acceptaient difficilement l'autorité partagée des deux frères, voient dans la retraite de Carloman une occasion de contester l'hégémonie de Pépin. Le duc d'Aquitaine Hunald reprend immédiatement les armes, espérant profiter de l'affaiblissement apparent du pouvoir central. Les Alamans se révoltent une nouvelle fois, menés par leur duc, Landfried. Pépin réagit avec une violence inouïe, qui révèle son véritable tempérament. En Alémanie, il ne se contente pas de vaincre les rebelles. Il ordonne l'extermination systématique de la noblesse alamane, lors d'un massacre qui reste dans les mémoires, sous le nom de sang de Cannstatt. Des centaines d'aristocrates alamanes sont égorgés lors d'un prétendu banquet de réconciliation organisé par Pépin en 746. Cette boucherie calculée élimine définitivement toute velléité d'indépendance alamane. Le massacre de Cannstatt révèle la face cachée de Pépin, le Bref. Derrière l'image du roi pieux véhiculée par les chroniqueurs ecclésiastiques se cache un homme capable de la plus froide cruauté quand ses intérêts politiques sont en jeu. Cette méthode d'élimination préventive de l'opposition, Pépin la systématise dans tout son royaume. En Aquitaine, Pépin adopte une stratégie différente, mais tout aussi efficace. Au lieu d'affronter directement le duc Hunald, il soutient secrètement son rival, Waifre, le propre fils d'Hunald. Cette guerre civile artificielle épuise l'Aquitaine et permet à Pépin d'intervenir en arbitre tout-puissant. Quand Waifre finit par l'emporter sur son père, Pépin le fait assassiner et annexe purement et simplement l'Aquitaine au royaume franc. Vers 750, Pépin prend une décision qui va révolutionner l'histoire de l'Europe médiévale. Depuis la mort du dernier roi mérovingien en 737, le trône royal reste officiellement vacant. Pépin règne en tant que maire du palais, mais cette situation juridique ambiguë fragilise son pouvoir face aux grands du royaume et aux puissances étrangères. La solution que trouve Pépin révèle son génie politique. Au lieu de s'emparer directement de la couronne, comme l'avait fait avant lui le Vandale Genséric ou l'Ostrogoth Odoacre, Pépin choisit de légitimer son usurpation par l'autorité religieuse la plus haute, le pape lui-même. L'ambassade que Pépin envoie au pape Zacharie en 750 pose une question apparemment anodine. Est-il juste que celui qui détient le pouvoir réel ne porte pas le titre royal? Cette formulation habile évite de présenter l'opération comme une usurpation pure et simple. Le pape Zacharie, qui a besoin de l'appui franc contre les Lombards qui menacent Rome, comprend immédiatement l'enjeu de cette consultation. La réponse de Zacharie dépasse toutes les espérances de Pépin. Il vaut mieux que soit appelé roi celui qui a le pouvoir royal, plutôt que celui qui reste sans pouvoir royal. Cette formule révolutionnaire légitime non seulement le coup d'État de Pépin, mais établit un nouveau principe politique. Le pouvoir royal vient de Dieu, et l'Église est habilitée à reconnaître qui mérite de l'exercer. En novembre 751, dans la cathédrale de Soissons, l'archevêque Boniface procède au sacre de Pépin, selon un rituel entièrement nouveau. Pour la première fois dans l'histoire franque, un roi reçoit l'onction sainte qui fait de lui l'élu de Dieu. Cette innovation religieuse transforme radicalement la nature du pouvoir royal. Pépin ne règne plus seulement par droit de conquête, mais par grâce divine. Le sacre de Pépin inaugure une alliance stratégique avec la papauté qui va dominer la politique européenne pendant des siècles. Mais contrairement à l'image idyllique véhiculée par l'historiographie chrétienne, cette alliance repose sur un calcul politique implacable des deux parties. Pour Pépin,
l'appui papal apporte la légitimité religieuse indispensable à sa nouvelle dynastie. Pour le pape, l'alliance franque offre la protection militaire nécessaire contre la menace lombarde. Cette convergence d'intérêts se concrétise rapidement par un pacte secret dont les termes exacts ne seront jamais révélés. En 753, le pape Étienne franchit les Alpes pour rencontrer Pépin à Pontion. Cette visite papale sur le sol franc, la première de l'histoire, marque un tournant diplomatique majeur. Étienne II ne vient pas en suppliant, mais en négociateur qui a des cartes à jouer. Il propose à Pépin un nouveau sacre, encore plus solennel que le premier, en échange d'un engagement militaire précis contre les Lombards. La cérémonie de Saint-Denis, en juillet 754, révèle l'ampleur des ambitions de Pépin. Le pape ne se contente pas de renouveler l'onction royale. Il sacre également les fils de Pépin, Charles et Carloman, assurant ainsi la transmission dynastique du pouvoir. Plus significatif encore, Étienne II confère à Pépin et à ses descendants le titre inédit de patrice des Romains, qui fait d'eux les protecteurs officiels du Saint-Siège. Cette investiture révolutionnaire transforme Pépin en souverain théocratique, dont l'autorité s'étend bien au-delà des frontières du royaume franc. Le titre de patrice des Romains lui donne théoriquement juridiction sur l'Italie centrale, créant les bases druntoises territoriales des futurs États pontificaux. L'alliance avec Rome oblige Pépin à intervenir militairement en Italie, révélant ses capacités de stratège international. En 755 et 756, il franchit 2 fois les Alpes pour combattre le roi lombard Aistulf, démontrant une maîtrise logistique remarquable dans le transport d'une armée à travers les cols alpins. Mais c'est la méthode employée par Pépin contre Aistulf qui révèle son véritable génie militaire. Au lieu de chercher l'affrontement direct, il adopte une stratégie d'étranglement économique qui contraint les Lombards à la soumission sans bataille rangée. Pépin fait bloquer tous les passages alpins par lesquels transitent les marchandises lombardes, paralysant l'économie du royaume d'Aistulf. Cette guerre économique avant la lettre révèle une compréhension précoce des mécanismes commerciaux qui irriguent l'Europe du 8e siècle. Pépin sait que la richesse des villes lombardes repose sur le commerce avec le monde byzantin et musulman. En contrôlant les routes alpines, il tient l'économie lombarde à sa merci. La soumission d'Aistulf en 756 s'accompagne d'une innovation politique majeure, la donation de Pépin. Par cet acte, le roi franc cède officiellement au pape les territoires conquis sur les Lombards, créant le patrimoine temporel de l'Église romaine. Cette décision apparemment généreuse cache en réalité un calcul politique subtil. En donnant ces terres au pape plutôt qu'à l'empereur byzantin qui les revendiquait, Pépin transforme le souverain pontife en vassal reconnaissant. L'Église romaine devient dépendante de la protection franque pour conserver ses nouveaux territoires, scellant définitivement l'alliance entre les Carolingiens et la papauté. Parallèlement à ses conquêtes militaires, Pépin mène une réforme religieuse profonde qui transforme l'Église franque. Cette politique révèle un aspect méconnu de sa personnalité. Loin d'être un guerrier brutal, Pépin possède une culture théologique remarquable pour son époque. La réforme commence par l'épuration du clergé franc, gangrené par la simonie et le concubinage. Pépin convoque une série de conciles qui adoptent des mesures drastiques. Les prêtres concubinaires sont destitués, les évêques simoniaques excommuniés, les biens d'église, accaparés par les laïcs, restitués aux monastères. Cette politique de purification religieuse masque en réalité une stratégie de centralisation politique. En contrôlant les nominations épiscopales, Pépin s'assure la fidélité d'un clergé qui dispose d'un réseau d'influence considérable. Les évêques deviennent des agents du pouvoir royal, chargés de diffuser l'idéologie carolingienne dans tout le royaume. La réforme liturgique entreprise par Pépin
révèle l'ampleur de ses ambitions culturelles. Il impose dans tout le royaume franc l'adoption du rite romain, au détriment des liturgies locales gallicanes. Cette uniformisation religieuse accompagne l'unification politique, créant une identité franque commune qui transcende les particularismes régionaux. L'introduction du chant grégorien dans les églises franques illustre parfaitement cette politique d'uniformisation culturelle. Pépin fait venir de Rome des chantres spécialisés qui forment le clergé franc aux nouvelles mélodies. Cette réforme apparemment anodine transforme en profondeur la culture religieuse du royaume, remplaçant les traditions locales par un modèle romain unifié. La politique matrimoniale de Pépin révèle une dimension stratégique souvent négligée par les historiens. Son mariage avec Bertrade de Laon, vers 744, scelle une alliance cruciale avec l'aristocratie neustrienne. Mais les circonstances de cette union restent entourées de mystères. Certains chroniqueurs mentionnent une première épouse de Pépin, nommée Leuthburgi, qui aurait été répudiée pour permettre le mariage avec Bertrade. Cette répudiation, si elle a eu lieu, révélerait la capacité de Pépin à sacrifier ses liens personnels aux exigences de la politique dynastique. Bertrade de Laon n'est pas choisie au hasard. Elle appartient à une famille qui contrôle des territoires stratégiques entre la Neustrie et l'Austrasie. Son père Caribert compte parmi les grands propriétaires fonciers de la région, et son alliance avec les Carolingiens renforce l'assise territoriale de la nouvelle dynastie. L'éducation que Pépin donne à ses fils révèle sa vision à long terme de la dynastie carolingienne. Charles, le futur Charlemagne, reçoit une formation militaire et politique qui en fait l'héritier naturel du royaume. Mais Carloman, le second fils, bénéficie d'une éducation tout aussi soignée, révélant que Pépin prépare un partage successoral selon la tradition franque. Cette préparation dynastique s'accompagne d'une politique territoriale cohérente. Pépin organise méthodiquement la conquête de l'Aquitaine, dernier territoire échappant au contrôle carolingien. Entre 760 et 768, année de sa mort, il mène une série de campagnes impitoyables qui aboutissent à l'annexion complète de cette région. La mort de Pépin le Bref, survenue à Saint-Denis le 24 septembre 768, s'entoure de circonstances troublantes que les chroniqueurs de l'époque ont préféré passer sous silence. À 54 ans, Pépin succombe à une maladie dont la nature exacte divise encore les historiens modernes. Les symptômes rapportés par les témoins suggèrent une affection chronique qui mine sa santé depuis plusieurs années. Pépin souffre de douleurs abdominales persistantes, de fièvres intermittentes et d'un affaiblissement progressif qui l'oblige à déléguer de plus en plus ses responsabilités militaires à ses fils. Certains historiens soupçonnent un empoisonnement lent orchestré par des opposants politiques, mais cette hypothèse reste invérifiable. Plus troublante est l'attitude de l'entourage royal dans les derniers mois de Pépin. Plusieurs grands du royaume prennent leur distance avec un souverain visiblement affaibli, révélant les fragilités de la nouvelle dynastie. La succession de Pépin révèle un dernier trait de son caractère, sa méfiance envers ses propres fils. Contrairement aux usages francs, qui prévoient une transmission héréditaire automatique, Pépin organise soigneusement le partage de son royaume entre Charles et Carloman. Cette division révèle ses doutes sur la capacité de ses héritiers à maintenir l'unité de son œuvre. Le testament de Pépin, rédigé quelques semaines avant sa mort, contient des dispositions surprenantes qui éclairent sa véritable personnalité. Il lègue d'importantes sommes d'argent aux églises et aux monastères. Mais ses dons pieux s'accompagnent de conditions drastiques qui révèlent son pragmatisme politique jusque dans la mort. Les recherches historiques récentes ont révolutionné notre compréhension de Pépin le Bref, remettant en question l'image traditionnelle du roi pieux et débonnaire véhiculée par les chroniqueurs médiévaux. L'historien Pierre Richer va jusqu'à proposer de rebaptiser ce souverain Pépin le Grand,
tant ses réalisations dépassent celles de son célèbre fils Charlemagne. Cette réévaluation repose sur l'analyse critique des sources contemporaines, longtemps négligées, au profit des chroniques carolingiennes postérieures. Les diplômes royaux, les actes de donation et la correspondance diplomatique révèlent un homme d'État d'une envergure exceptionnelle, capable de jongler simultanément avec les dossiers militaires, diplomatiques et religieux. L'étude des pratiques administratives de Pépin révèle l'ampleur de ses innovations. Il met en place le premier système de missi dominici, ses envoyés royaux chargés de contrôler l'administration locale. Il organise la perception régulière de l'impôt royal et standardise les mesures et les monnaies dans tout le royaume. Ces réformes techniques, moins spectaculaires que les conquêtes militaires, transforment durablement la structure de l'État franc. La politique religieuse de Pépin apparaît sous un jour nouveau grâce aux travaux de l'école historique allemande. Loin d'être dictée par la piété personnelle, elle répond à une stratégie de légitimation politique parfaitement cohérente. Pépin utilise l'Église comme instrument de propagande dynastique, diffusant l'idée que les Carolingiens règnent par volonté divine. L'analyse des relations diplomatiques de Pépin avec Byzance révèle sa dimension de stratège international. Contrairement aux affirmations des chroniqueurs francs, Pépin entretient des relations suivies avec l'empereur byzantin Constantin V. Cette diplomatie secrète lui permet de jouer sur tous les tableaux européens, opposant Rome à Byzance selon ses intérêts du moment. La personnalité réelle de Pépin le Bref émerge enfin des brumes de la biographie officielle grâce aux témoignages indirects conservés dans les sources diplomatiques et juridiques. Ces documents révèlent un homme complexe, très éloigné de l'image simplifiée véhiculée par la tradition historique. Pépin possède une culture exceptionnelle pour son époque. Il parle et écrit le latin, maîtrise les rudiments du grec et comprend plusieurs dialectes germaniques. Cette polyglottie lui donne un avantage décisif dans les négociations diplomatiques avec les puissances européennes de son temps. Sa correspondance avec les intellectuels de l'époque révèle un esprit curieux, avide de connaissances théologiques et juridiques. Pépin entretient un échange épistolaire suivi avec saint Boniface, le grand missionnaire anglo-saxon, et consulte régulièrement les juristes romains sur les questions de droit canon. Cette soif de savoir se double d'un pragmatisme politique implacable. Pépin n'hésite jamais à trahir ses alliés quand ses intérêts l'exigent. Sa rupture avec son demi-frère Griffon, qu'il maintient en prison pendant des années avant de l'éliminer définitivement, illustre sa capacité à séparer calcul politique et sentiment personnel. Les témoignages sur sa vie privée révèlent un père attentif mais exigeant envers ses enfants. Il supervise personnellement l'éducation de Charles et Carloman, leur inculquant les vertus guerrières franques, tout en leur donnant une solide formation intellectuelle. Cette double éducation prépare ses fils aux défis de la royauté médiévale. L'œuvre de Pépin le Bref dépasse largement le cadre du royaume franc de son époque. Ses innovations politiques, religieuses et administratives transforment durablement l'Europe occidentale et créent les fondements de la civilisation médiévale. La révolution dynastique accomplie par Pépin établit le principe de la légitimité religieuse du pouvoir royal. Désormais, les rois d'Europe occidentale règnent par grâce divine, et leur autorité ne peut être contestée sans remettre en cause l'ordre voulu par Dieu. Cette théocratie royale domine la pensée politique européenne pendant un millénaire. L'alliance entre les Carolingiens et la papauté, scellée par Pépin, transforme l'Église romaine en puissance temporelle. Les États pontificaux créés par la donation de Pépin survivront jusqu'en 1870, façonnant l'histoire de l'Italie et de l'Europe. Cette alliance détermine également l'évolution du christianisme occidental, désormais étroitement lié au pouvoir politique. Les réformes administratives de Pépin
crée le modèle de l'État médiéval occidental. Ses innovations en matière de fiscalité, de justice et de contrôle territorial sont reprises par tous ses successeurs. L'empire de Charlemagne repose entièrement sur les structures mises en place par son père. La politique culturelle de Pépin amorce la Renaissance carolingienne qui illumine l'Europe du IXe siècle. Son soutien aux écoles monastiques, sa réforme de l'écriture et sa politique de traduction des textes antiques préparent l'épanouissement intellectuel du règne de Charlemagne. L'unification territoriale réalisée par Pépin crée l'espace géopolitique de la future Europe occidentale. Ses conquêtes en Aquitaine, en Alémanie et en Italie dessinent les contours d'un empire qui s'étend des Pyrénées à l'Elbe, préfigurant l'Europe carolingienne, puis l'Europe moderne. Les recherches historiques récentes révèlent enfin le vrai visage de Pépin le Bref, celui d'un génie politique qui transforme une chefferie barbare en empire chrétien. Loin du personnage effacé traditionnellement décrit par l'historiographie, Pépin apparaît comme l'un des grands bâtisseurs de l'Europe médiévale. Sa petite taille physique cache une personnalité de titan capable de révolutionner les structures politiques, religieuses et culturelles de son époque. Pépin invente la royauté sacrée, crée les États pontificaux, unifie l'Europe occidentale et pose les fondements de la civilisation médiévale. Cette révélation historique nous oblige à repenser l'histoire de l'Europe du 8e siècle. Pépin le Bref n'est plus le simple précurseur de Charlemagne, mais le véritable fondateur de l'ordre européen médiéval. Son règne de 17 ans transforme plus profondément l'Occident que les 46 années de règne de son illustre fils. Le génie de Pépin réside dans sa capacité à concilier innovation et tradition, force et diplomatie, pragmatisme et vision à long terme. Il crée les instruments politiques et idéologiques qui permettront à ses successeurs de dominer l'Europe pendant 3 siècles. Son héritage dépasse largement le cadre dynastique carolingien. Les institutions créées par Pépin, de la royauté sacrée aux États pontificaux, en passant par l'administration territoriale, survivent à la chute de sa dynastie et façonnent l'histoire européenne jusqu'à l'époque moderne. Cette réévaluation de Pépin le Bref illustre parfaitement les progrès de la recherche historique contemporaine. Grâce aux nouvelles méthodes d'analyse des sources et à une approche plus critique de l'historiographie traditionnelle, les historiens redécouvrent des personnages longtemps méconnus, dont l'action a pourtant déterminé le cours de l'histoire. Pépin le Bref mérite donc de retrouver sa place véritable dans l'histoire européenne, celle du père fondateur de l'Europe médiévale, architecte génial d'un ordre politique et religieux qui domine l'Occident pendant un millénaire. Son vrai visage, enfin révélé par les historiens, nous montre un homme d'exception dont l'œuvre transforme à jamais la destinée de l'Europe.